Donc, de telle façon, il faut savoir que il y a les gens qui sont en train de penser que cette guerre risque d'être comme la période de la FDL. Même ce matin, j'ai été dans une émission où j'étais en train de dire aux gens qu'ils doivent se détromper. 2024 ou 2025 ne sera pas comme 1997. Aujourd'hui, le peuple est quand même éveillé. Nous savons que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne ménage aucun effort pour que quand même certaines choses soient au clair, même si nous sommes en train de souhaiter que il puisse se demander en tant que commandant suprême des FARDC de la PNC et aujourd'hui même de Ouazalendo, qu'il puisse tout faire pour que cette fois-là, les FARDC ne puissent plus demeurer dans l'offensive, mais qu'ils puissent aussi essayer de, plutôt dans la défensive, mais qu'ils puissent être dans l'offensive. Mais les gens en train de penser que le risque encore d'atteindre Kinshasa. En 1997, les gens doivent comprendre que le peuple zaïrois était déjà, en tout cas, en difficulté avec le régime dictatorial de Mobutu qui venait de faire 32 ans. Mais avec Tshisekedi, c'est à peine, même la première année de son deuxième mandat, de son deuxième quinquennat, n'est pas encore finie. Jusqu'aujourd'hui, dans l'opinion nationale, si vous sondez, les gens disent que Tshisekedi, en tout cas, c'est un patriote. Si vous voyez la façon dont il a mobilisé les FARDC, dont la jeunesse, pour non seulement intégrer les FARDC, mais aussi il demande à tous les jeunes de tout faire pour défendre leur terre. À l'époque de Kabila, on ne pourrait pas parler de Ouazalendo. Bonjour chères auditrices, bonjour chers auditeurs de Makolo Digital Radio Télévision qui émet sur Internet à partir de New York City avec votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe. Don Kayembe va vous entretenir dans une émission intitulée Analyse et décryptage de l'actualité congolaise et de sa diaspora. Aujourd'hui, nous serons en direct de Goma avec Maître Jean-Claude Mwamba Matabaro. Maître Jean-Claude Mwamba Matabaro est un activiste congolais qui vit à Goma et avec lui, nous allons essayer d'épulcher la situation confuse de la guerre en République démocratique du Congo, une guerre injuste nous imposée par un seul individu qui est couvert par la communauté internationale. Je citais Paul Kagame, que j'appelle toujours Polo Kagame. Chaque week-end, nous avons un invité de taille, un invité témoin oculaire qui est sur place dans la zone de combat, c'est-à-dire dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, cette déstabilisation fait très du mal aux habitants de l'est et de Congolais en général, puisque l'économie est défractaire à cause de cette situation inacceptable. Alors, bonjour Maître Jean-Claude Mwamba Matabaro. Oui, bonjour monsieur le journaliste KMB. Oui. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en pareil moment. Ok, un grand merci maître d'avoir accepté notre invitation. Nous voudrions que vous puissiez dire aux gens qui nous suivent instamment qui vous êtes, quel rôle vous jouez dans la communauté est du Congo et surtout à Goma, là où vous êtes actuellement. Oui, merci. Nous vous remercions aussi de nous avoir invités. Nous avons beaucoup de casquettes, bien sûr, mais je souhaite mieux que je puisse parler en tant que conseiller juridique d'une structure regroupant les victimes de l'agression rwandaise, dénommée Collectif des victimes de l'agression rwandaise, CEVAR. C'est dans ce sens que je voudrais aujourd'hui intervenir. Justement, nous allons parler des victimes de la guerre de Paul Kagame, puisque quand on dit de la guerre rwandaise, ça devient un peu mou.
mais quand nous citons l'individu qui est à la manette, Paul Kagame, donc les gens, il a tué, il a séquestré, il a violé, il a volé. Là, il faut le dire sans embâche. Alors, dites-nous un peu, maître Jean-Claude, quelle est la situation des guerres actuellement dans l'est de la RDC et surtout dans le Nord Kivu en général, dans l'Ituri? Bon, merci de la question nous posée. En réalité, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on dit qu'on est dans la trêve humanitaire, tel qu'il a été intitulé. Et les États-Unis d'Amérique ont souhaité qu'il y ait une trêve humanitaire, que les rebelles, les terroristes du M23, qui sont soutenus par le Rwanda et l'Ouganda, et les éléments FARDC qui sont à côté de VDP, Volontaires pour la défense de la patrie, les Wazalendo, puissent aujourd'hui faire 15 jours sans combat. Malheureusement, ça n'a pas été le cas parce que les terroristes du M23 ont essayé de tout faire encore pour récupérer certaines localités. Vous avez suivi, comme tous les autres, comment d'ailleurs les FARDC ont eu à faire une dénonciation quant à ça. C'est pourquoi on peut dire qu'aujourd'hui, même si les États-Unis ont souhaité qu'il y ait une trêve, et la trêve là n'a pas été respectée par les terroristes qui sont soutenus par le Rwanda et l'Ouganda. Alors, que diriez-vous de cette trêve unilatérale imposée par les États-Unis pour ceux-là qui disent que c'est un arrangement avec le Rwanda, puisque il n'est secret pour personne qu'il y a plus de 4000 éléments de RDF, Rwandan Defense Force, sur nos territoires. C'était une question de chercher à décharger certains d'entre eux qui sont notaires, qui rentrent d'abord chez eux pour sécuriser les élections au Rwanda, puisqu'il y aura élection le 15 juillet. Est-ce que c'est aussi une probabilité? Oui, on peut le dire ainsi, mais il faut dire que de la même façon, les gens, ils ont vu certains camions ou certaines Kamaz en train de faire le Rwanda, des Kamaz qui étaient pleins de militaires, bien sûr, en tenue RDF, et ils ont fait le Rwanda, mais ils ne sont pas tous partis parce que ils ont continué toujours à attaquer, même aujourd'hui matin. Il y a eu encore des affrontements. Donc, ces gens-là, la trêve là, en réalité, même si on laisserait une trêve souhaitée par les États-Unis, mais la RDC, en tant qu'un pays qui est autonome, un pays indépendant, un pays malheureusement aussi agressé, ne devrait pas respecter cette distraction lui imposée par les États-Unis parce que c'est un pays à part qui n'est pas cité directement dans ces hostilités. Et aujourd'hui, s'il faut aller dans les familles d'accueil dans la ville de Goma ou bien même dans les camps de déplacés dans les alentours de la ville, il n'y a aucun Américain qui est dedans. Ce sont toujours des Congolais. Et si vous faites Rutshuru, Masisi, Lubero, Nyiragongo, il n'y a aucune portion de terre américaine qui est menacée, mais ce sont des terres congolaises qui sont aujourd'hui prises en otage par même les populations qui sont prises en otage par le Rwanda et l'Ouganda. Donc, pour moi personnellement, je souhaiterais pas que les FARDC puissent croiser les bras en disant que nous sommes dans une trêve alors que l'ennemi est en train de s'organiser, en train de tout faire pour qu'il puisse encore conquérir d'autres espaces à l'est de la RDC. Et puis aujourd'hui, nous sommes en train de souhaiter que cette fois-là,
les autorités congolaises qui sont à Kinshasa parce que c'est là que toute décision doit venir. En tout cas, il faut qu'aujourd'hui on donne l'ordre aux FARDC qui ne puissent plus rester toujours dans l'aspect des défensives, qu'ils puissent cette fois-là lancer les offensives parce que tel que un musicien de grande renommée en RDC, Kofi Olomide, était en train de dire que nous, on n'est pas en guerre, on est juste giflé, on est tapé, parce que si on était en guerre, on devrait tirer de l'autre côté et nous aussi tirer. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Nous, on est habitués, les habitants du Nord Kivu sont déjà habitués des propos du porte-parole des FARDC qui dit toujours on a laissé cette entité, cette cité, cette localité pour des raisons de repli stratégique. Et le terme repli stratégique est devenu ennuyant d'ailleurs, est devenu quelque chose qui suit même nos oreilles actuellement. Mais quand on dit qu'on a cédé, puisqu'on ne veut pas avoir des dégâts collatéraux, puisque s'ils veulent se battre dans des cités, dans des villages, mais c'est pour massacrer des populations. C'est comme ça que les FARDC ne veulent pas se battre dans les agglomérations où il y a des populations. Bon, moi je vais dire, c'est en fait, il y a quelque chose qu'on doit se dire en vérité. Les premiers communiqués du M23 que les gens ont commencé à suivre à partir des réseaux sociaux. Le Willy Ngoma, il y parlait ou il y signait, étant si c'est à Saramboué, c'est dans le parc, dans les profondeurs d'ailleurs du parc national de Virunga qui nous sépare entre la RDC et le Rwanda. C'était pas dans un lieu où il y avait des populations, à moins qu'on dise que on était en train aussi de protéger les gorilles. Mais vraiment, cet argument ne tient pas debout quand on dit que nous, on ne veut pas se battre parce que on est en train de protéger des populations. Vous pouvez voir d'ailleurs dans beaucoup de zones où les M23 récupèrent les populations, et souvent ils sont déjà en dehors de l'entité. Je prends l'exemple de Bunagana par exemple. À Bunagana, le M23 est arrivé quand il n'y avait aucun habitant. Mais malheureusement, les FARDC ont cédé et la population qui avait fui vers l'Ouganda, elle a été contrée par la police et les éléments UPDF et la force de l'Ouganda pour qu'ils puissent rentrer dans les zones sous occupation du M23, mais la population a dit non, nous on ne va pas aller dans la zone sous occupation des terroristes. Les gens ont pris le courage de Kitagoma, c'est dans les Boussans, pour de déplacer. Mais malheureusement, l'argument de dire que les deux FARDC ne sont pas en train de combattre parce qu'ils sont en train d'épargner du danger de la population, c'est quelque chose d'une manière ou d'une autre qui est fausse, parce que si il y a beaucoup actuellement, d'ailleurs même dans les, ils ne vivent pas dans les collines où ils sont seuls. Mais malheureusement, les Sokoi, les drones qui quelquefois ils font le travail, mais ne les font pas. On tire aujourd'hui, on fait un moment et on laisse encore l'ennemi s'organiser. Cette fois-là, les FARDC puissent faire la guerre telle qu'il faut. En 2012, en 2013, les FARDC en compagnie de Ouazalendo, ils ont fait encore un travail de tout temps où ils ont débouté l'ennemi. Donc aujourd'hui, si on peut faire surtout qu'aujourd'hui, vous voyez dans les entités du Grand Nord de la province, donc le danger vraiment est imminent. Si le gouvernement ne prend pas cette question au sérieux, en tout cas, beaucoup de gens seront en train de se dire que peut-être le gouvernement est incompétent ou bien il est complice de ce que les gens sont en train de vivre. Oui, maître Jean-Claude Mwamba Mataboro,
revenons un peu à ce que vous venez de dire là, les Wazalendo. Les Wazalendo, ce sont ces jeunes qui se sont mobilisés pour dire non à l'avancement des terroristes de M23. Mais curieusement, on constate qu'il y a encore dans la même population, d'où viennent les Wazalendo, il y a d'autres qui sont recrutés par milliers qui rejoignent M23, qui sont toujours du Nord Kivu, puisque vous pouvez me dire que le M23, ils viennent toujours du Rwanda. Le Rwanda, à quelle population? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a complicité de la population de jeunes de l'Est? Bon, en fait, il faut dire que dans les cadres de Wazalendo, tels qu'aujourd'hui ils sont reconnus par la loi portant sur réserve de l'armée pour la défense, RAD, et aujourd'hui les volontaires pour la défense de la patrie dénommés localement Wazalendo, c'est Wazalendo, il y a aussi, c'est vrai, des catégories, il faut reconnaître, il y a des vrais Wazalendo qui ont existé des années et des années, qui avaient même combattu les jours, depuis même les M23 première version. Mais il y a d'autres Wazalendo qui naissent souvent même incontrôlés, mais en réalité, les vrais Wazalendo, ils continuent toujours à tenir, en tout cas devant l'ennemi, et l'ennemi ne cesse aussi à perdre beaucoup de troupes ou beaucoup de personnes dans son rang à partir de Wazalendo. Parce que même si on peut aller actuellement à Rutshuru, le M23 s'est dit qu'il est contre Rutshuru, mais il y a certaines contrées où il n'a pas droit de piétiner. Même dans Rutshuru centre, ils ne peuvent pas aller tels qu'ils veulent parce qu'il y a les jeunes résistants qui sont toujours dans les forêts à côté qui leur donnent encore des leçons. Dans les massifs, quand les gens disent que le M23 a déjà récupéré Massif, bon, nous voulons bien qu'il y a des parties encore importantes que le M23 a récupéré, mais les jeunes Wazalendo sont encore à côté, en train de, même les affrontements qui ont éclaté depuis hier, ce sont ces jeunes Wazalendo qui sont en train de l'avancée de ces aventuriers. Donc, vous pouvez comprendre que il peut y avoir, bien sûr, certaines personnes qui peuvent trahir la nation, mais il y a des Wazalendo-là qui ne jurent que de défendre leurs terres qui sont convoitées par les consommateurs de sang congolais, les voisins Kagame. Vous pouvez demander même d'autres personnes comment les Wazalendo se sont sacrifiés pour que la cité de Sake ne puisse pas tomber, une cité qui est proche de Goma, une cité qui, si on l'avait prise, on ne devrait même pas parler étant ici à Goma. Donc, vous allez comprendre que ces jeunes se sacrifient. Je remercie le chef de l'État, Fachi Béton, qui a eu à les appeler. Il a appelé tout commandant des mouvements, certains moments, pour les remercier et leur dire comment ils se sacrifient pour la nation. Mais nous sommes en train de souhaiter aussi que les gouvernements puissent encore entretenir bien ces jeunes. Vous savez, manier l'arme, bien sûr, on l'apprend à cause des circonstances qui arrivent, mais on n'est pas parti dans une formation dépendant par exemple une année ou combien de temps, mais à cause des circonstances, vous voyez vos terres sont déjà menacées, vous voyez votre frère être tué en votre présence, votre soeur ou votre maman être violée sous vos yeux. Vous dites non, ici je suis en danger, je suis obligé de me défendre, et c'est là que beaucoup de jeunes entrent. Mais il faut qu'ils soient bien recadrés, mais aussi les gouvernements doivent mettre à leur disposition quand même certains moyens, surtout logistiques, parce que sans logistique et sans quelque chose aussi d'accompagnement,
peut-être les purs aussi peuvent continuer, et même certaines violations des droits humains. Et là, ça nous aura pas aidé, mais il faut qu'ils soient encadrés, même si je connais qu'il y a des vrais Wazalendo qui existent des années, mais qui ont existé même sous le règne du RCD, qui contrôle certaines entités, où le RCD n'a jamais foulé ses pieds. Et nous connaissons que ces messieurs-là, ces Wazalendo-là, ils continuent à faire quand même la fierté de notre pays, même si souvent ils sont victimes de la cacophonie des commandements des FARDC, parce que quand on demande à tout un régiment de replier stratégiquement, pendant qu'à côté il y avait des Wazalendo, les Wazalendo ne savent pas à quel sens se vouer quand ils voient tout un régiment prendre les pots de reste en tête en disant qu'ils sont en train de faire plus stratégique. Mais les jeunes... Donc, je voulais dire, en fait, la résistance, ces jeunes résistants, ils sont là. Ils connaissent que, en réalité, les Wazalendo ne sont pas partout dans toutes les provinces. Parce que l'agression aussi n'est pas partout dans toutes les provinces. Alors, aujourd'hui, les FARDC, ils peuvent replier même jusqu'à Kisangani, jusqu'à Bukavu, jusqu'à, je ne sais pas, même à Kalemi, ils peuvent aller même jusqu'à Kinshasa. Mais les Wazalendo, ils vont replier jusqu'où? Parce que là-bas, ils ne sont pas une armée nationale. Donc, ils ne peuvent pas aller en dehors de leur terre. De leur terre. Ils doivent défendre chez eux. Donc, c'est pourquoi les Wazalendo, ils y travaillent jour et nuit, mais malheureusement, beaucoup de fois alors, trahis par la cacophonie dans les commandements des FARDC. Oui, en tout cas, grand merci, maître. Je rappelle à ceux-là qui nous suivent que nous sommes en direct de Goma avec maître Jean-Claude Mwamba Matabaro. Ce dernier, il est en train de défendre la RDC, c'est-à-dire la terre de ses ancêtres. Maître, vous avez fait des louanges au Wazalendo. Maintenant, que dire à ce fils du pays, les Gomatriciens, les Nord-Kivusiens, qui partent aussi en masse rejoindre ces terroristes de M23? Ce sont les mêmes jeunes gens de Congolais de surcroît, Kivusiens de père et de mère, qui vont de l'autre côté où il y a du mal. Donc, de telle façon, il faut savoir que il y a les gens qui sont en train de penser que cette guerre risque d'être comme la période de l'AFDEL. Même ce matin, j'ai été dans une émission où j'étais en train de dire aux gens qu'ils doivent se détromper. 2024 ou 2025 ne sera pas comme 1997. Aujourd'hui, le peuple est quand même éveillé. Nous savons que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne ménage aucun effort pour que quand même certaines choses soient au clair, même si nous sommes en train de souhaiter que il puisse se demander en tant que commandant suprême des FARDC de la PNC et aujourd'hui même des Wazalendo, qu'il puisse tout faire pour que cette fois-là, les FARDC ne puissent plus demeurer dans l'offensive, mais qu'ils puissent aussi essayer plutôt dans la défensive, mais qu'ils puissent être dans l'offensive. Mais les gens en train de penser que le risque encore d'atteindre Kinshasa. En 1997, les gens doivent comprendre que le peuple zaïrois était déjà en tout cas en difficulté avec le régime dictatorial de Mobutu qui venait de faire 32 ans. Mais avec Tshisekedi, c'est à peine, même la première année de son deuxième mandat, de son deuxième quinquennat, n'est pas encore finie. Jusqu'aujourd'hui, dans l'opinion nationale, si vous sondez, les gens disent que Tshisekedi, en tout cas, c'est un patriote. Si vous voyez la façon dont il a mobilisé les FARDC, dont la jeunesse, pour non seulement
intégrer les FARDC, mais aussi il demande à tous les jeunes de tout faire pour défendre leur terre. À l'époque de Kabila, on ne pourrait pas parler de Ouazalendo. Les Ouazalendo, c'était les jeunes qui étaient contre tous ceux qui étaient comme coalition entre FARDC et RDF dans le cadre de dire qu'ils viennent traquer les FDLR alors qu'ils arrivaient ici juste pour piller les ressources de la RDC, mais en disant qu'ils viennent pour traquer les FDLR. Donc, ces Ouazalendo-là ont existé depuis des années, mais d'autres personnes qui sont en train de penser que si on intègre les M23, on va avoir des postes. En tout cas, ils sont en train de se tromper parce que c'est la même situation de 1997 ne sera pas de la même en 2024 ou 2025. Donc, ceux qui peuvent, mais aussi, tel que vous l'avez dit, les gens ne partent pas massivement là-bas. Nous voyons, donc, quelquefois, c'est par surprise qu'on vous dit non, tel est déjà là. Il arrive de voir dans les réseaux sociaux Willy Ngoma ou je ne sais pas, un autre leader de leur fameux mouvement, qui dit que non, voilà, tel ou tel autre, il est sorti de ces fameux régimes de Kinshasa, il est venu rejoindre la révolution, mais il nous arrive quelquefois de voir quand on fait passer une vidéo et certaines personnes qui se présentent, vous les voyez, sont les gens qui ont été dans la FDL, les gens qui ont été dans le RCD, les gens qui sont entrés dans l'armée via les fameux mixages, les brassages, les gens qui étaient dans les CNDP et qui sont entrés par la fenêtre dans l'armée congolaise, sont toujours les mêmes personnes qui rentrent là-bas, ceux qui étaient des politiciens. Dans ces cas-là, ils sont toujours ces gens-là. Mais maître, parlons du journaliste Paloukou. Vous ne pouvez pas dire que c'est quand même quelqu'un qui s'est battu pour la RDC, mais aujourd'hui, il se trouve de l'autre côté. Quel est le problème? Bon, en fait... je parle de Magloire Paloukou. Magloire Paloukou. Oui. Oui. Lui, ça ne peut pas nous surprendre. Et même dès le début, donc au milieu même, quand il venait de faire un moment, ces terroristes, lui-même, il avait sorti son opinion. Il avait bien montré que les FARDC ne sont pas à la hauteur. Il avait bien dit que les M23 réclament quelque chose de bon et qu'il ne fallait pas que l'on puisse faire des morts ou, je ne sais pas, perdre des cités. Pour lui, il était pour la négociation. C'est que lui, il était en contact avec ces gens-là depuis qu'ils avaient même commencé, parce que un Congolais sérieux, lui qui était d'ailleurs conseiller en charge de communication dans un cabinet ministériel à Kinshasa, il ne pouvait pas avoir ce kilos de dire ça sans qu'il soit en communication, sans qu'il ait des garanties de l'autre côté. Donc, lui, en tout cas, ça ne peut pas nous surprendre. Il était au gouvernement, mais en même temps, en gardant toujours ses idées vers ses amis. Quand vous voyez même les photos qui sont balancées, vous les voyez, il y a longtemps qu'il était ami à Makenga, qui est aujourd'hui le chef de la branche militaire du M23. Il y a des anciennes photos où il s'est salué. Donc, c'est quelqu'un qu'il faut dire, lui, il était là. S'il peut aujourd'hui, si à un certain moment il s'est montré patriote en train de prêcher parce que il avait une émission dans sa radio qu'il avait ici dénommée Kivuan, où il y avait l'émission intitulée Foko Foko. À un certain moment, pour les M23 première version, il commençait à dire oh, on rébelliste et puis on réintègre, on rébelliste et puis on réintègre. Donc, lui aussi, il n'était pas d'accord qu'on puisse encore réintégrer les gens dans l'armée. Mais aujourd'hui, on est surpris qu'il y soit actuellement de l'autre côté, mais
c'est quelqu'un qui se connaissait avec ces gens-là. Oui, oui, lui, il était pied dedans, pied dehors. Alors, maître, vous avez évoqué un élément très important. D'abord, je rappelle à ceux qui nous suivent que je suis en direct de Goma avec maître Jean-Claude Mwamba Matabaro. Quand on parlait, vous avez évoqué un élément très important de l'usage des Sukhoi et des drones par les FARDC. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pendant la campagne électorale, le président Félix Antoine Tshisekedi avait dit qu'il a maintenant la capacité d'atteindre Kigali et de faire fuir Kagame. Et du coup, on a constaté que Kagame, il s'est armé avec le antimissile sol-air. Il les a amenés sur le sol congolais, du côté de Goma vers Saké et dans le nord. Bon, est-ce que vous ne sentez pas que maintenant, ils ont la supériorité sur le terrain, puisque le Congo ne peut pas utiliser ses armes aériennes comme les Sukhoi et les drones, puisqu'ils seront abattus par les antimissiles solaires qui sont sur notre sol déjà? Mais, messieurs les journalistes, le Rwanda, par rapport à la RDC, quel est le pays qui est riche? Quel est vraiment... le Rwanda peut acheter quoi que nous ne pouvons pas acheter, même si encore on est en difficulté d'un complot international, lorsque encore le Conseil de sécurité a dit qu'il nous admet encore sous sanction de l'achat de certaines armes. Mais le temps que l'on nous avait donné une brèche même d'une année, on devrait acheter tout ce qu'il faudrait pour que nous puissions quand même nous protéger. Sinon, si ces missiles, ces antimissiles solaires, c'est un terme technique armé, mais si réellement ces appareils ou ces armes-là sont là, donc ça veut dire nous, on va continuer à nous taper ou à nous gifler tel que M. Kofi l'a dit. Donc, moi, je pense que le gouvernement ne peut pas se justifier en disant cela parce que il doit aujourd'hui, tout ce qu'il doit faire, c'est de protéger son peuple. Moi, je l'ai toujours dit, nous tous nous connaissons que il est dit que un État est État car il est composé de trois éléments. Il y a le pouvoir public, il y a le peuple et il y a aussi les territoires. Et voilà, aujourd'hui, nous avons certaines zones ou certains territoires où l'autorité de l'État ne peut pas être parlée. Donc, quand un territoire est déjà sous l'emprise d'un étranger, vous comprenez que c'est l'État congolais aussi qui est victime. Lorsque une certaine population d'un État quelconque est sous l'emprise d'une force étrangère, vous comprenez que l'État est en difficulté là-bas. C'est pourquoi l'État congolais doit nous aider, même si il y a aujourd'hui une difficulté de certaines autorités de Kinshasa. C'est aberrant que Jules Alinguete, qui est l'inspecteur en chef à l'IJF, qui était aux États-Unis, qui dit qu'en RDC, il n'y a pas la guerre. Nous suivons la guerre aux télévisions. En réalité, la guerre est à plus de 2000 km des institutions. Et voilà, il y a même pas longtemps, malgré les gens ont décrié cette façon de dire de Jules Alinguete, voilà, tout un directeur de cabinet du président de la République, M. Anthony Kinzo Kamole, il dit encore que, d'ailleurs, lui, il a dit que, au moins Jules Alinguete, il avait dit que c'est à plus de 2000 km des institutions. Mais lui, il a dit que c'est à plus de 2000 km de la RDC. Comme si les Rutshuru, les Masisi, les Kanyabayonga, donc les Lubero, les Miragongo, ce n'est plus au Congo. Donc c'est un autre territoire qui est à plus de 2000 km. Donc une autorité comme tout un directeur de cabinet du chef de l'État qui dit ça, alors qu'il y connaît
que lors du 34e anniversaire de la RDC, lors de son accession à l'indépendance, le président lui-même, dans son discours, il a décrié de tous ces problèmes que nous sommes en train de traverser à l'Est, en parlant de Kanyabonga qui venait d'être pris par ces incirconcis. Mais son directeur de cabinet prend le courage de les contredire. Donc, cette cacophonie des choses est en train de laisser le peuple de l'Est dans une confusion. Ok, maître, avançons, puisque nous tendons vers la fin. Nous avons constaté une certaine manœuvre dans cette guerre. Pendant très longtemps, Kagame et les supplétifs de RDF, le M23, ils faisaient tout pour prendre Goma. Et c'est fait qu'ils ont pris même Goma en tenaille. Mais maintenant, ils ont lâché la marche vers Goma. Ils commencent à aller plus haut dans le nord. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, en tout cas, peut-être ça peut être une stratégie pour eux, je ne sais pas. Mais moi, je suis en train de penser, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus à se voiler des faces. Nous connaissons que le Rwanda, c'est un petit pays qui ne peut pas, même s'il est accompagné de l'Ouganda, parce que les experts des Nations Unies ont publié clairement que les éléments UPDF sont sur les sols congolais à côté du terroriste DM23. Mais il faut savoir que les M23 et les Rwandais, ils sont soutenus par les multinationales qui ont encore un mot à dire dans les grandes puissances du monde, comme la France, même les États-Unis, l'Angleterre, au moins le nouveau Premier ministre britannique est en train de montrer aux faces que lui, il ne va plus suivre ce qui a été fait par son prédécesseur. Mais vous allez comprendre que Goma, c'est une ville où les multinationales aussi ont beaucoup d'intérêt. Même les Kenyans, vous avez vu comment à un certain moment, il a même le président William Ruto, aujourd'hui même s'il est en débandade, mais avant de l'être, il a été aux États-Unis pour voir le président Joe Biden. Et c'est comme s'il était devenu le porte-parole du Rwanda dans l'agression dont il est en train de nous infliger. Mais beaucoup de banques ici, dans la ville de Goma, ils sont des banques de Kenyanais. Donc, les M23 prendre Goma, c'est aussi un manque à gagner. Et pour ces grands partenaires, c'est ce que moi, personnellement, je suis en train de penser, parce que à Goma, bon, même aussi, il faut savoir que à Goma, en réalité, le président Fatou aussi avait essayé de préserver cette ville en amenant certains partenaires qui ici on est en train de dire sont des Roumains, quelquefois les autres les appellent des Russes. Alors, je pense que c'est à partir de la SADC aussi. Il y a aussi la SADC, que cette fois-là, la SADC aussi, pour le moment, nous sommes en train de penser que la SADC est en train d'être comme l'EAC. Parce que pour nous, on pensait quand on avait chassé l'EAC, c'était pour que l'on puisse amener SADC qui va maintenant lancer des attaques contre les positions des terroristes. Mais eux aussi, nous les voyons en ville de Goma en train de sillonner comme si aussi ils étaient devenus des touristes. Donc, bon, moi je l'ai toujours dit, notre souhait, c'est de doter d'abord pour les jeunes patriotes, nous les avons même dans l'armée comme dans les Ouazalènes. On va revenir à ça, maître. Maître, on va revenir à ça. Je voudrais d'abord qu'on termine deux dernières questions. Quelle est la situation actuelle de Saké? Puisque Saké, c'est le verrou qui reste pour que Kagame marche sur Goma à partir du sud. Quelle est la situation actuelle là-bas? Quelle est la situation actuelle là-bas? Bon, pour aujourd'hui, de toute façon, c'est une cité
où il y a quelques habitants, parce que la plupart de ces habitants sont dans les camps de déplacés vers Mugunga et Lac Vert, mais actuellement, les M23 ne menacent pas tel qu'il y faut parce que aussi les jeunes Ouazalendo, ils sont dans les alentours là-bas et les Roumains, là, les partenaires, mais en tout cas, pour le moment, ça fait un bail qu'il n'y a pas de troubles dans la cité là-bas. Ok, alors maintenant, parlons d'un fait très important. Nous sommes en train de parler de bloquer que les terroristes M23 et Paul Kagame ne marchent pas encore davantage sur nos sols. Le président de la République, il y a 2-3 ans, il avait institué l'état de siège. Quels sont les effets d'état de siège actuellement là? C'est comme s'ils sont des militaires qui sont déguisés en administrateurs et puis c'est fini. On sent que la situation d'avant état de siège est égale celle d'après l'état de siège. Bon, il faut dire vrai, comme aujourd'hui, sous l'état de siège en province du Nord Kivu, les gouverneurs actuels, Peter Chirimwami, un général-major, en tout cas, il faut reconnaître que c'est un patriote. Mais malheureusement, l'état-major des FARDC à partir de Kinshasa lui a ôté la fonction de chef des opérations sur le terrain. Il est resté juste dans l'administration et la politique de la province. Mais ceux qui coordonnent les opérations, vraiment, ils nous font un peu de la honte. Parce que les jours où le général-major Peter Chirimwami avait été nommé comme gouverneur militaire, il n'avait pas fait même 2 semaines avant que tout Massissi soit libéré et à Rutshuru, ni c'était les Kenyans et les Ougandais qui étaient venus dans le cadre de l'EAC, qui ont bloqué les Ouazalendo, même Rutshuru serait déjà libéré. Mais malheureusement, quand il avait libéré encore la cité qui est stratégique de Kichanga, il y a un élément FARDC à qui on a laissé l'entité pour gérer, mais on n'a pas compris comment il a fait entrer encore les terroristes dans l'entité. Et c'est à partir de ça qu'on a dit qu'on amène un coordonnateur des opérations. Et à partir de ce jour-là, un opérateur des opérations qui n'a jamais entré en contact avec les Ouazalendo, et c'est ces jours-là dont on voit toujours des cités, des villages, des localités tomber entre les mains des terroristes. Si moi je peux souhaiter actuellement, si réellement, pour le moment, moi je peux souhaiter que l'état de siège soit requalifié. Moi, c'est mon souhait, que l'état de siège soit requalifié. Si on va mettre encore un gouverneur civil, mais qu'on mette un vice-gouverneur militaire, mais qui aura comme mission cette fois-là de s'occuper des opérations. Qu'on ne nous amène plus beaucoup de généraux. À un certain moment à Goma, on a trouvé plus de 20 généraux qui étaient là, donc on ne savait pas au juste c'était quoi. Si on peut nous laisser juste un seul général qui va s'occuper des opérations, ou bien deux, celui qui va s'occuper des FARDC et un autre qui va s'occuper des VDP, les Ouazalendo. Quand les Ouazalendo ont besoin de quelque chose, ils demandent à ces généraux, comme ça va nous avantager. Mais l'état de siège avec aussi pour nous, on pensait que quand on amène un gouverneur militaire, il doit s'occuper des opérations. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le gouverneur actuel est devenu comme un gouverneur aussi civil, parce que pour les opérations, même quand il est descendu à Butembo un jour, il était parti là-bas lancer un projet de développement. Quand les journalistes lui ont posé la question sur les opérations, il a dit non, cette question, ils ne font pas me la poser parce que les opérations ne sont pas entre mes mains. Alors, le peuple lambda est en train de dire finalement, on est dans quoi? Si les gouverneurs militaires peuvent dire qu'il n'est pas dans les opérations, maintenant, pourquoi il est encore là comme gouverneur en tant que militaire?
C'est une cacophonie, beaucoup de confusions qui sont entretenues et ça dépasse même certaines personnes. Ok. Alors, je rappelle encore une fois que nous sommes en direct de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, avec Maître Jean-Claude Mwamba Matabaro. Maître, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je voudrais vous poser la dernière question. Dans tout ce que vous avez décrit, ce que vous vivez sur place, qu'est-ce que vous proposez au gouvernement et à la population gomatricienne et nord-kivusien en général? Bon, d'abord... Puisqu'il faut que ça cesse, il faut que cette situation cesse. C'est là que je commence. Oui. Oui, je commence d'abord à la population. Notre peuple doit savoir que l'on ne sera jamais dans la paix si on est dirigé par un étranger. On doit toujours rester serein jusqu'à ce qu'on doit résister à l'ennemi, à l'étranger qui veut s'emparer de nos richesses en nous dominant sur toutes choses. Mais quant à ce qui concerne les gouvernements, je suis en train de demander vraiment que pour nous montrer que réellement ils ne sont pas complices ou ils ne sont pas incompétents dans cette affaire, qu'ils ordonnent cette fois-là au FARDC et au Wazalendo de faire des attaques simultanées contre même les partenaires comme SADC. Aujourd'hui aussi, si on trouve que réellement il y a quelque chose qui ne va pas, on souhaite que les éléments aussi, nos partenaires qui viennent en appui, qui ne viennent pas comme des touristes. Je peux souhaiter que aussi la vice-première ministre ou la ministre d'État en charge des affaires étrangères, qu'elle puisse gérer aussi la diplomatie à côté du président parce que c'est lui le premier diplomate, que cette diplomatie arrive à contraindre le Rwanda parce que il nous arrive d'écouter que les États-Unis ont demandé que ils ont condamné l'agression de la RDC. Ils demandent que le Rwanda puisse retirer ses troupes. La France, l'Angleterre ou l'Allemagne, ici dernièrement la Belgique. Mais on ne voit même pas une action contraignante sur le régime de Kigali pour qu'il puisse retirer ses troupes sur le sol congolais. Comme la France qui a signé avec le Rwanda la coopération militaire de 2024 jusqu'en 2028 avait autant de millions qu'ils ont donnés. L'Union européenne en soi qui dit qu'il signe, je ne sais pas, des conventions minières avec le Rwanda, pourtant ils connaissent que le Rwanda n'a aucun site minier. Donc, tout ça, nous, on voudrait que la diplomatie agissante du gouvernement congolais et le président de la République puissent avoir des actions qui vont contraindre le Rwanda, donc on puisse condamner, pas par une condamnation par déclaration, mais qu'on puisse dire, nous, on devrait vous donner, on vous donnait ça et ça, mais nous, on retire. Comme aujourd'hui, la Grande-Bretagne est en train de dire au Rwanda, non, non, nous, avec votre coopération des réfugiés, nous, on n'y est pas. Là, on est d'accord. Mais aussi, on demande que les ministres de la Défense nationale et anciens combattants, quelqu'un qui a été nommé ministre pendant que notre pays est agressé, il n'a jamais eu le temps de venir même à Goma pour rehausser la morale des troupes. Donc, depuis, apparemment, il sera quelqu'un qui sera à Kinshasa alors que notre souhait sera que son cabinet soit ici à Goma pour qu'il puisse suivre à la loupe tout ce qui se passe, s'il y a un traître, s'il y a un corrompu dans le rang des FARDC, qu'il puisse agir directement. Mais même un jour, il n'a jamais fait une mission officielle au Nord Kivu pour que les troupes sentent que réellement c'est lui qu'on a mis comme notre ministre de tutelle, il est en train de nous suivre. Donc le gouvernement doit nous aider pour que quand même il montre clairement que nous voulons finir avec cette guerre, soit par la diplomatie,
soit par la guerre. Mais pour la politique, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord parce que la politique, ça sera un mode de négociation où encore le Rwanda va imposer ses troupes dans les FARDC où on va encore dire non. Pour le Nord Kivu, pour l'ANR, je ne sais pas, la 34e région, la PNC, ils ne font pas mettre quelqu'un que le Rwanda n'a pas encore censuré. Donc, ça, vraiment, on ne peut plus souhaiter. Nous qui connaissons comment ces gens-là, ils marchent dessus les têtes des personnes qui ne collaborent pas avec eux. Ok, en tout cas, grand merci, Maître Jean-Claude. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois qu'on puisse parler de cette histoire rocambolesque d'une guerre imposée par un seul individu appuyé par... Donc on peut appeler que c'est la tête d'iceberg. Donc en dessous là, il y a beaucoup de choses qui se font. Alors grand merci, Maître Jean-Claude. Espérons vous retrouver très très prochainement. C'est nous qui vous remercions, messieurs les journalistes, et nous restons disposés à répondre à toutes vos questions à temps utile. Merci. Alors, à vous tous qui nous suivez en direct sur la radio Makolo Digital Radio, merci. Nous croyons que vous avez été servis de la réalité sur terrain avec Maître Jean-Claude et nous ne manquerons toujours pas à contacter les gens sur place pour nous donner la vraie version, apprendre des histoires qui se disent à partir de Kinshasa. Alors, en attendant, ciao. C'est votre serviteur de tout le temps, Don Kayembe, depuis New York City. Et à la prochaine.